Parti pour un décryptage express d'un sujet, disons-le franchement, assez salissant. La diarrhée chronique chez le vieux chat. Face à des troubles digestifs qui n'en finissent plus, il va falloir enfiler la casquette de détective. Chaque petit indice compte. L'idée ici, transformer une montagne de données médicales brutes en un plan d'action hyper clair, simple et redoutablement efficace. Allez, au boulot. Mais d'abord, pourquoi ce problème précis rend-il tout le monde fou en clinique? Eh bien, c'est très simple. Gérer les dégâts au quotidien, c'est épuisant. Et le nombre de causes potentielles est littéralement astronomique. La solution ne se trouve absolument pas dans la précipitation, mais plutôt dans l'adoption d'une méthode d'investigation stricte menée étape par étape. Pas de panique, il suffit d'être méthodique. On pose les bases avec un chiffre clé, le 3. Médicalement parlant, on classe une diarrhée comme chronique uniquement si elle dure depuis au moins 3 semaines. En dessous de ce seuil, c'est un trouble aigu. Mais une fois le cap des 3 semaines franchi, bim, l'enquête de fond démarre officiellement. Première étape de notre investigation, cibler l'origine. Le problème vient-il de l'intestin grêle ou du gros intestin? Avant de lancer les grands tests cliniques, il faut impérativement localiser la panne. L'intestin grêle, c'est le grand moteur de la digestion. S'il flanche, on se retrouve avec des selles en très grand volume, une grosse perte de poids et parfois un sang très sombre qu'on appelle le mélénin. De l'autre côté, le gros intestin agit plutôt comme une zone de stockage. Là, une inflammation provoque des allers-retours incessants pour de tout petits volumes, souvent accompagnés de mucus ou de sang frais. Faire cette distinction dès le départ, c'est un gain de temps incroyable. Étape numéro 2, l'enquête médicale pure et dure, où l'on va éliminer les coupables potentiels un par un. Il suffit d'observer cette liste de suspects, elle est vertigineuse. On y trouve de tout. Des allergies ou intolérances alimentaires, des infections coriaces comme la giardia, la salmonella ou le FLV, des maladies inflammatoires, des problèmes métaboliques et même des choses beaucoup plus lourdes comme un lymphome. Face à une telle montagne, jouer aux devinettes n'a aucun sens. Une approche ciblée est absolument incontournable. C'est d'ailleurs pour ça qu'on attaque toujours avec une première ligne de défense simple, abordable et peu invasive. On parle ici de bilan sanguin classique, de l'évaluation de la thyroïde avec le fameux test T4 et des analyses d'urine et de sel. L'objectif, écarter direct les maladies métaboliques systémiques et les parasites les plus évidents. Rien ne sert de chercher compliqué quand la réponse est peut-être juste sous nos yeux. Bon, et si ces premiers tests reviennent nickel, on passe à la vitesse supérieure. On revérifie d'abord les selles, car certains parasites adorent jouer à cache-cache. Ensuite, on sort l'échographie abdominale. Et attention, c'est crucial, l'échographie c'est 1000 fois mieux que les radiographies classiques pour repérer les épaississements minuscules des parois intestinales. Vient ensuite le célébrissime bilan du Texas. C'est une prise de sang à jeun hyper pointue qui scrute le fonctionnement du pancréas et l'appareil digestif. Le gros point de vigilance à retenir ici, c'est le taux de cobalamine, c'est-à-dire la vitamine B12. Si ce taux plonge sous la barre des 150, alerte rouge. Cela lève une très très forte suspicion de lymphome gastro-intestinal. Un indice clinique à ne rater sous aucun prétexte. Troisième étape, l'arsenal thérapeutique. Il est temps de construire un protocole en béton. Pendant qu'on attend sagement les résultats du labo, on ne reste pas les bras croisés. On déploie notre trio gagnant de première ligne, un régime alimentaire strict, un bon vermifuge par mesure de sécurité et des probiotiques pour venir en renfort à la flore intestinale malmenée. Et là-dessus, c'est tolérance zéro sur la rigueur. Le changement d'alimentation, avec des croquettes hypoallergéniques comme le ZD ou le HA, ou bien un régime riche en fibres, doit être tenu d'une main de fer pendant 6 à 8 semaines. Pas le moindre petit écart n'est permis. Côté vermifuge, un traitement au phenbendazole administré pendant 5 jours fait le grand ménage. Ce combo résout à lui seul une sacrée portion des cas simples. Pour les probiotiques, on a 2 poids lourds sur le ring. Proviable propose une action choc avec une pâte et des gélules. Mais Fortiflora a un atout magique, son goût exceptionnel. Pour un vieux chat fatigué qui fait la fine bouche, saupoudrer ce petit sachet sur son repas agit comme l'épice secrète d'un grand chef. Ça relance l'appétit tout en réparant le système digestif. Parfois, la chimie doit s'en mêler pour réinitialiser la flore. On dégaine alors des antibiotiques, comme le métronidazole, sur de courtes périodes. Mais énorme avertissement, ce médicament a un goût amer épouvantable. Les félins le dépestent viscéralement. Il est donc indispensable de le faire préparer sous forme de liquide aromatisé en pharmacie, sinon ça sera une bataille perdue d'avance tous les matins. Si le bilan sanguin affichait une cobalamine en chute libre, des injections sous-cutanées de B12 sont primordiales. Le planning est carré. On commence avec une injection chaque semaine, puis on espace tout doucement. La magie opère rarement dans la seconde. Il faut généralement attendre la 4e injection pour constater une amélioration clinique tangible. Faut s'accrocher. Si vraiment les premières étapes échouent, les stéroïdes entrent en scène, et la règle d'or absolue,
Les chats gèrent très mal la prénisone, il faut donc obligatoirement utiliser de la prénisolone. Mais attention au piège classique. Démarrer les stéroïdes avant d'avoir fait une échographie, c'est prendre le risque énorme d'effacer les indices et de masquer la véritable maladie. Pour les cas ultra coriaces qui ne réagissent pas aux stéroïdes, le chlorambucil prend le relais. C'est un immunosuppresseur très puissant. Et qui dit puissant, dit surveillance rapprochée. Des analyses de sang toutes les 2 à 3 semaines sont strictement requises au début, histoire de s'assurer qu'il n'y a pas de dangereuse suppression de la moelle osseuse. La sécurité passe avant tout. 4e et dernière étape, le suivi. Parce que oui, la patience est une véritable vertu dans ces dossiers. Le vrai secret de la réussite d'un tel traitement, c'est de bien régler les attentes dès la visite initiale. Les miracles instantanés n'existent pas en gastro-entérologie. On revérifie l'état de l'animal à 3 semaines, puis à 6 ou 8 semaines. Un système digestif très abîmé peut mettre de 3 à 6 mois complets pour se réparer. Alors, abandonner un régime strict au bout de 15 jours, c'est littéralement se tirer une balle dans le pied. Bref, pour venir à bout de ce casse-tête, la règle est implacable. On avance étape par étape, comme un vrai rouleau compresseur. On part des tests les plus simples pour aller vers les plus poussés, combinés à des essais thérapeutiques d'une logique imparable. C'est exactement cette rigueur absolue qui mène au succès clinique, sans jamais rater d'indices vitaux en chemin. L'enquête touche à sa fin. Face à ces cas de diarrhée chronique féline qui s'éternisent, fini de naviguer à l'aveugle, place à une méthode d'investigation qui a fait ses preuves. Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives.